On va corriger cet exercice 5. Donc, un opérateur téléphonique désire connaître la proportion de clients satisfaits parmi ses nombreux abonnés. Pour cela, il effectue une enquête sur 400 abonnés choisis au hasard. 345 s'avèrent satisfaits. Justifie que les conditions pour utiliser un intervalle de confiance au niveau de confiance 0,95 sont remplies. Alors, je ne l'avais pas donné dans le cours, mais en fait, vu que cet intervalle aussi, il est obtenu à l'aide du théorème de Moivre-Laplace, en toute théorie, eh ben en fait, c'est exactement les mêmes conditions d'application que le théorème de Moivre-Laplace. C'est-à-dire, on veut n supérieur à 30. Alors ici, n fait 400. Il est bien supérieur à 30. On veut nf qui vaut on veut nf supérieur à 5. Alors, f, c'est 345 sur 400. Donc, nf, c'est 400 fois 345 divisé par 400, c'est-à-dire 345. C'est bien supérieur à 5. Et n1-f, c'est le complément de 345 à 400, c'est-à-dire ça fait 55, et c'est bien supérieur à 5. Donc, pas de problème, on peut utiliser ici, on peut calculer l'intervalle de confiance au niveau 0,95. Alors, on va calculer cet intervalle. Donc, l'intervalle de confiance, c'est l'intervalle IC. Il vaut f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n, c'est-à-dire, si je fais le calcul, donc c'est 345 divisé par 400 moins 1 sur racine carrée de 400, et 345 sur 400 plus 1 sur racine carrée de 400. Et après, la règle des arrondis ne change pas par rapport à l'intervalle de fluctuation, c'est-à-dire qu'en faisant ces calculs, vous arrondissez la borne gauche par défaut et la borne droite par excès. Donc, la première borne, alors je vais garder toutes les décimales puisque ça donne un nombre décimal en fait, 0,8125, et la borne droite, 0,9125. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que 345 sur 400, ça fait 0,8625, et c'est bien la valeur centrale entre les deux. D'accord? Et donner une interprétation de ces bornes. Eh bien, ça veut dire que dans 95% des cas, ou avec 95% de probabilité, la proportion P cherchée de clients satisfaits se situe entre 0,8125 et 0,9125. On vous dit, il y a environ 2 millions de clients. Donc l'opérateur a 2 millions de clients, déterminer un encadrement du nombre de clients satisfaits. Eh bien, vous savez que avec une probabilité de 0,95, P est compris entre 0,9125 au maximum et 0,8125. Et en fait, il suffit de multiplier par 2 millions, d'accord, pour avoir le nombre moyen espéré, donc le nombre de clients satisfaits. Il est compris entre 2 millions on multiplie les bornes par 2 millions. Donc ça fait 1 825 000 au maximum. Et au minimum, 1 625 000.
Pour l'exercice 7, on vous dit, lors d'une épidémie de grippe, 14 des 35 élèves de la classe de terminale S1 sont tombés malades. Cet échantillon est supposé représentatif des 850 élèves du lycée. Question 1, donner la fréquence d'élèves malades dans la classe. Bon, ben, c'est 14 sur 35. C'est le nombre de malades divisé par le nombre d'élèves de la classe. C'est 14 divisé par 35. Et on va la garder sous forme de fraction. Question 2. On vous dit, déterminer l'intervalle de confiance au niveau de confiance 95%, arrondir les bornes à 10-3. Alors ici, on ne vous demande pas de vérifier les conditions. On l'a fait une fois. Donc là, on va directement calculer l'intervalle de confiance. Alors, c'est 14 sur 35 moins 1 sur racine de 35, puisque la taille d'échantillon, c'est l'échantillon, c'est la classe ici. 1435 plus 1 sur racine de 35. Donc, en arrondissant, à défaut, la borne gauche, on obtient 0,230. Et en arrondissant la borne droite à excès, on obtient 0,570. On vous dit 3. Camille, élève de cette classe, estime qu'il est possible que plus de la moitié des élèves du lycée aient eu la grippe. Qu'en pensez-vous? Bien oui, il est tout à fait possible. 0,5 appartient à l'intervalle de confiance, donc il est probable que P soit égal à 0,5. Donc un grossiste vient de réceptionner 2 tonnes de pommes dont il désire contrôler la qualité. Pour cela, il prélève aléatoirement 200 pommes dont 172 s'avèrent être de bonne qualité. Déterminer l'intervalle de confiance au niveau 0,95 de la proportion de pommes de bonne qualité dans cette livraison. On arrondira les bornes à 10-3. Alors, eh bien là, du coup, il suffit de calculer l'intervalle de confiance. Donc, on va le faire. IC. Alors, la fréquence de pommes de bonne qualité, c'est 142 sur 200. C'est ça, hein. Mince, je me suis trompé de page. C'est 172 sur 200. Moins 1 sur racine de 200, puisque la taille de l'échantillon, c'est 200. Et 172 sur 200, plus 1 sur racine de 200. Alors en fait, 172 sur 200, ça fait 0,86. Donc si vous faites le calcul des bornes en respectant la règle d'arrondi, la borne gauche, elle fait, petite erreur de calcul, 0,789. Et la borne droite, elle fait 0,931. Petit 2, on vous dit, ensuite, page, hop, déterminer le nombre minimal de pommes à prélever dans cette livraison pour que l'amplitude maximale de l'intervalle de confiance au niveau de confiance 0,95 soit inférieure ou égale à 0,03. Alors en fait, l'intérêt de l'intervalle de confiance, c'est que, enfin l'intérêt, en fait, une chose qu'on peut faire avec l'intervalle de confiance, c'est de se dire, ben, moi je cherche une proportion, j'ai une fréquence théorique. Moi ce que je voudrais, c'est avec une probabilité donnée, avoir un intervalle d'une taille que je fixe. Pourquoi? Pour réduire, si vous voulez, le risque de me tromper au niveau de la proportion que je devrais attendre. Alors, ce qui paraît logique, c'est que plus on va prélever, plus l'échantillon va être grand et plus l'intervalle va être petit. D'accord? Donc, là, on va utiliser la question d'amplitude. Alors, l'amplitude de l'intervalle de confiance, c'est 2 sur racine de n. Et vous voulez n, telle que cette amplitude, soit inférieure à 0,03. Donc là, vous avez une inéquation à résoudre. Et donc, on va résoudre cette inéquation. Donc, 2 sur racine de n inférieur à 0,03. Tout ça, ce sont des nombres positifs. Donc, il n'y a pas de souci. Je peux multiplier par racine de n.
Donc je vais avoir 2 inférieur à 0,03 racine de n, ce qui fait racine de n supérieure à 2 divisé par 0,03. Je ne calcule pas de valeur approchée, je ferai ça tout à la fin. Alors, ceci équivaut à dire que n est supérieur à 2 sur 0,03 au carré. J'élève au carré à droite et à gauche. Et pourquoi j'ai l'équivalence? Parce que la fonction carré, eh bien, elle est strictement croissante sur 0 plus infini. Je suis sur des nombres positifs. Donc il n'y a pas de souci, si je compose par la fonction carré de chaque côté, je ne vais pas perdre. Je vais conserver l'ordre. Du coup, j'ai n supérieur à eh bien, 2 sur 0,03 au carré. On va faire le calcul. Hein. Ça fait 4444,44 environ. Donc, on veut le premier entier supérieur à ça. Donc, il faut prélever minimum 4445 pommes pour avoir l'amplitude désirée. Alors, l'exercice portait sur une histoire de DVD dans une médiathèque. Et donc, la municipalité décidait de retirer des DVD de son stock pour renouveler l'offre de location. Alors, la première partie, en fait, n'était pas intéressante. C'était le début de l'énoncé d'un exercice. D'accord. Ici, la seule donnée qui était intéressante, elle était là, en fait. C'était le 6% de DVD défectueux. D'accord. Parce que c'était la valeur de P ici, qu'on trouve. Une des médiathèques de la ville se demande si le nombre de DVD défectueux qu'elle possède n'est pas anormalement élevé. Pour cela, elle effectue des tests sur un échantillon de 150 DVD de son propre stock qui est suffisamment important pour que cet échantillon soit assimilé à un tirage successif avec remise. Sur cet échantillon, on détecte 14 DVD défectueux. On vous demande, peut-on rejeter l'hypothèse selon laquelle dans cette médiathèque, 6% des DVD sont défectueux? Alors, ben on va voir. Alors, déjà, il faut pouvoir identifier les valeurs de P et N. Donc ici, P vaut 0,06, c'est la proportion théorique, d'accord? C'est votre hypothèse sur la proportion de DVD défectueux. Et N, c'est 150, c'est la taille de l'échantillon. Alors, on va vérifier déjà qu'on peut utiliser l'intervalle de fluctuation asymptotique. Donc, ce sont les conditions d'application du théorème de Moivre à la place, hein, je vous rappelle. Donc, N doit être supérieur à 30. Ici, N vaut 150, donc il n'y a pas de problème. NP, donc c'est 0,06 fois 150, ça fait 9, c'est bien supérieur à 5. Et N à moins P, c'est le complément à 150 de 9, c'est 141. C'est supérieur à 5. Donc, on peut utiliser l'intervalle de fluctuation au seuil 0,95. Ici, I0,95, ça va être 0,06 moins 1,96 racine de 0,06 fois 0,94 divisé par racine de 150. Et 0,06 plus 1,96 racine de 0,06 fois 0,94 divisé par racine de 150. Donc quand on fait arrondi à défaut de la borne gauche et arrondi par excès de la borne droite, ça fait comme intervalle 0,021, 0,099. Or, la fréquence de DVD qu'on observe dans cette médiathèque, la fréquence de DVD défectueux qu'on observe sur les 150 prélevés, c'est 14, donc 14 sur 150, ça fait à peu près 0,093. Cette valeur, elle est dans l'intervalle de fluctuation, donc on ne peut pas rejeter l'hypothèse selon laquelle 6% des DVD sont défectueux. Donc, il s'agissait d'un exercice qui était tombé à Pondichéry en 2018 et qui porte en fait sur une analyse de l'exploitation de sucre. Donc, une entreprise conditionne du sucre blanc provenant de deux exploitations U et V en paquets de 1 kg et de différentes qualités. Le sucre extra fin est conditionné séparément dans des paquets portant le label extra fin. On vous dit les parties A, B, C peuvent être traitées de façon indépendante. Dans tout l'exercice, les résultats seront arrondis si nécessaire au millimètre. Donc dans la partie A, pour calibrer le sucre en fonction de la taille de ces cristaux, on le fait passer à travers une série de 3 tamis positionnés les uns au-dessus des autres et posés sur un récipient à fond étanche, comme vous pouvez le voir sur la figure. Les ouvertures de mailles sont les suivantes. Donc le tamis 1, il a une ouverture de 0,8 mm, le tamis 2 de 0,5, le tamis 3 de 0,2, il y a le récipient à fond étanche. Ça veut dire qu'il faut le comprendre ainsi. Quand le grain a une épaisseur de supérieure à 0,8 mm, il reste sur le tamis 1. S'il a une épaisseur inférieure à 0,8 mm, mais plus grande que 0,5 mm, il reste sur le tamis 2.
S'il a une épaisseur inférieure à 0,5 mm mais plus grosse que 0,2 mm, il reste sur le tamis 3. Et s'il a une épaisseur inférieure à 0,2 mm, il reste dans le fond étanche. Et on vous dit que les cristaux de sucre dont la taille est inférieure à 0,2 mm portent le label extra fin, donc c'est ceux en fait qui se retrouvent dans le fond étanche. Donc oui, première question. On prélève au hasard un cristal de sucre de l'exploitation U. La taille de ce cristal est modélisée, exprimée en millimètres, est modélisée par la variable aléatoire XU, qui suit la loi normale de moyenne UU 0,58 mm et l'écart sigma U 0,21 mm. Donc vous dit calculer les probabilités des événements XU inférieur à 0,2, ça veut dire le grain de sucre est extra fin, et XU compris entre 0,5 et 0,8, c'est-à-dire le grain reste sur le tamis 2. Alors, bien la probabilité que XU est inférieur à 0,2, vous demandez à votre calculatrice, ça fait 0,035. Et la probabilité que XU soit compris entre 0,5 et 0,8, ça fait 0,500. On fait passer 1800 g de sucre provenant de l'exploitation U au travers de la série de tamis. Déduire de la question précédente une estimation de la masse de sucre récupérée dans le récipient à fond étanche et une estimation de la masse de sucre récupérée dans le tamis 2. Donc quand on est dans le fond étanche, c'est qu'on est inférieur à 0,2. Donc en fait, on prend cette proba, on la multiplie par la masse totale, puisque ça, c'est la probabilité d'être dedans. Donc la masse probable au fond, ben, c'est les 1800 fois la probabilité d'être au fond, donc 63 grammes. Et la masse probable dans le tamis 2, c'est une épaisseur comprise entre 0,5 et 0,8 mm. Donc vous prenez la proba d'être de cette épaisseur-là et vous la multipliez par la masse totale. Donc la masse probable dans le tamis 2, c'est 901,8 grammes. Question 2. On vous dit, on prélève au hasard un cristal de sucre provenant de l'exploitation V. La taille de ce cristal exprimée en millimètres est modélisée par une variable aléatoire XV qui suit la loi normale de moyenne μV égale 0,65 mm et d'écart sigma V à déterminer. Lors d'un calibrage d'une grande quantité de cristaux de sucre provenant de l'exploitation V, on constate que 40% de ces cristaux se retrouvent dans le tamis 2. Quelle est la valeur de l'écart type sigma V de la variable aléatoire XV? Donc là, c'est une question de recherche de paramètres. Donc on va centrer, réduire la probabilité pour obtenir une estimation de l'écart type. Donc, on sait que la probabilité que XV soit compris entre 0,2 et 0,8, 0,5 et 0,8, c'est 0,4. Ou XV, suit la loi normale des paramètres 0,65 sigma V carré. Et on pose Z, la variable aléatoire qui est définie par XV moins 0,65 sur sigma V, et elle suit la loi normale centrée réduite, 0,1. Et la probabilité que XV soit compris entre 0,5 et 0,8 valant 0,4, donc après manipulation sur cette inégalité, vous obtenez que c'est équivalent à que la probabilité que Z soit compris entre moins 0,15 sur sigma et 0,15 sur sigma V est égale à 0,4. Et si vous faites une petite courbe de loi normale, donc si entre ces deux bornes vous avez 0,4 de proba, eh bien de chaque côté de ces deux bornes vous avez 0,3, et donc la probabilité d'être inférieure à sigma V, à 0,15 sur sigma V, vaut bien 0,7. Donc du coup, pour les TI, vous inversez avec cette proba. Pour les Casio, vous pouvez le faire directement avec le tail central. Par contre, pour les TI, vous êtes obligé de passer en tail left. Donc du coup, quand vous inversez le réel alpha tel que la probabilité que Z soit inférieur à alpha est égale à 0,7, vaut alpha égale 0,524. Donc du coup, votre 0,15 sur sigma V vaut 0,524. Et en résolvant l'équation, vous trouvez que sigma V fait à peu près 0,286. Donc, partie B. Dans cette partie, on vous dit que 3% du sucre provenant d'exploitation U est extra fin et 5% du sucre provenant d'exploitation V est extra fin. On va prélever au hasard un paquet de sucre dans la production de l'entreprise et, dans un souci de traçabilité, on s'intéresse à la provenance de ce paquet. On considère les événements suivants. U, le paquet contient du sucre provenant de l'exploitation U. V, le paquet contient du sucre provenant de l'exploitation V. Et E, le paquet porte le label extra fin. Dans cette question, on admet que l'entreprise fabrique 30% de ses paquets avec des sucres provenant de l'exploitation U et les autres avec des sucres provenant de l'exploitation V sans mélanger les sucres des deux exploitations. Petit a, quelle est la probabilité que le paquet porte le label extra fin? Donc là, il faut faire un arbre, qui est cet arbre-là. Donc, soit le paquet est fait avec du sucre de l'exploitation U, soit avec du
du sucre de l'exploitation V, sachant que la probabilité qu'il soit fait avec du sucre de l'exploitation U, c'est 0,3, et la probabilité qu'il soit fait avec du sucre de l'exploitation V, c'est 0,7. Ensuite, eh bien, vous avez 3% du sucre de l'exploitation U qui est extra fin, donc la probabilité de E sachant U, c'est 0,03, et donc la probabilité de E bar sachant U, c'est 0,97. Pareil, 5% du sucre provenant d'exploitation V est extra fin, donc la probabilité de E sachant V, c'est 0,05, la probabilité de E bar sachant V, c'est 0,84. Et on vous dit, calculez la probabilité que le sucre soit extra fin, le paquet de sucre soit extra fin, mais P de E, c'est 0,3 fois 0,03, plus 0,7 fois 0,05, et après calcul, ça fait 0,044. Sachant qu'un paquet porte le label extra fin, quelle est la probabilité que le sucre provienne de l'exploitation U? Eh bien, vous calculez P de U sachant E, donc c'est P de U inter E sur P de E. P de U inter E, d'après l'arbre, ça fait 0,3 fois 0,03, et P de E, on vient de calculer, c'est 0,044, donc après calcul, ça fait 0,205 comme probabilité. Question 2. L'entreprise souhaite modifier son approvisionnement auprès des deux exploitations afin que parmi les paquets portant le label extra fin, 30% d'entre eux contiennent du sucre provenant de l'exploitation U. Comment doit-elle s'approvisionner auprès des exploitations U et V? Alors c'était un petit peu tordu comme question. Il fallait bien faire attention à la formulation. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que P de U sachant E vaut 0,3. D'accord? Là, il valait 0,205. Nous, on veut P de U sachant E égale 0,3. Et en fait, on va poser P comme étant, petit p comme étant la probabilité de l'événement U, donc la probabilité que le sucre provienne de l'exploitation U, et on cherche petit p tel que on ait cette probabilité conditionnelle, donc P de U sachant E, probabilité que le sucre vienne de U sachant qu'il est extra fin, est de 0,3. Or, P de U sachant E, ça fait P de E inter U sur P de E, donc imaginons qu'ici, hein, on remplace le 0,3 par P, donc du coup, le 0,7 par 1 moins P, et donc du coup, P de E inter U, ça fait 0,03P, et P de E, ça fait 0,03P plus 0,05, 1 moins P. Donc là, vous développez l'expression qui est en bas, ici. Hein, et ça fait 0,05 plus 0,03P moins 0,05P, c'est-à-dire moins 0,02P. Et donc cette expression-là doit être égale à 0,3. Vous résolvez donc l'équation. 0,03P divisé par 0,05 moins 0,02P égale 0,3. Donc vous multipliez chaque membre de l'équation par 0,05 moins 0,02P. Ensuite, vous développez ici. Vous passez ce terme de l'autre côté, vous obtenez 0,036P égale 0,015, ce qui fait P égale 0,015 divisé par 0,036. Cette fraction vaut 5 sur 12, ce qui fait à peu près 0,417. Donc, il faudrait qu'il s'approvisionne à 41,7% chez l'exploitation U et au reste chez l'exploitation V. L'entreprise annonce que 30% des paquets de sucre portant le label extra fin qu'elle conditionne contiennent du sucre provenant de l'exploitation U. Avant de valider une commande, un acheteur veut vérifier cette proportion annoncée. Il prélève 150 paquets pris au hasard dans la production de paquets labellisés extra fin de l'entreprise. Parmi ces paquets, 30 contiennent du sucre provenant de l'exploitation U. A-t-il des raisons de remettre en question l'annonce de l'entreprise? Alors déjà, on sent bien, d'après l'énoncé, hein, il veut vérifier une hypothèse. Hein, a-t-il des raisons de remettre en question l'annonce de l'entreprise? Donc il y a une annonce qui est faite. Donc le P est connu. Donc ici, on va être plutôt sur un intervalle de fluctuation. Donc afin de pouvoir utiliser cet intervalle de fluctuation, on a trois conditions à vérifier, qui sont les conditions d'application du théorème de Moivre-Laplace. N vaut 150 ici, c'est bien supérieur à 30, pardon, hop, je vais me corriger. NP vaut 45 puisque 0,3 fois 150, ça fait 45. C'est supérieur à 5, et N-P, c'est le complément de 45 à 150, c'est 105, c'est bien supérieur à 5. Donc on peut calculer l'intervalle de fluctuation asymptotique. Donc P vaut 0,3, 1 P vaut 0,7, et N vaut 150, donc P moins 1,96 racine de P moins P sur racine de N, et P plus 1,96 racine de P moins P sur racine de N. En remplaçant toutes ces valeurs-là, vous trouvez comme intervalle de fluctuation 0,226 et 0,374. Or, eh bien, F, c'est le nombre de paquets labellisés extra fin, donc 30, divisé par le nombre de paquets total testés 150, ça fait 0,2, 30 sur 150. Ce n'est pas dans l'intervalle de fluctuation, puisque c'est plus petit que la borne inférieure. Conclusion, avec une probabilité de 0,95, eh bien l'acheteur il a des raisons de mettre en doute l'annonce du fabricant. Dans la question 2, cette fois, on vous dit l'année suivante, l'entreprise déclare avoir modifié sa production, et l'acheteur souhaite estimer la nouvelle proportion de paquets. Donc là, vous voyez, on est sur une estimation, donc on va être plutôt sur un intervalle de confiance.
Donc, il souhaite estimer la nouvelle proportion de paquets de sucre provenant de l'exploitation U parmi les paquets portant le label extra fin. Il prélève 150 paquets pris au hasard dans la production de paquets labellisés extra fin de l'entreprise, et parmi ces paquets, 42% contiennent du sucre provenant de l'exploitation U, et on vous demande de donner un intervalle de confiance au niveau de confiance 95% de la nouvelle proportion de paquets labellisés extra fin contenant du sucre provenant de l'exploitation U. Donc, c'est simplement, ici, F vaut 0,42, puisque 42%, d'accord, c'est ce qu'on observe, et la taille de l'échantillon, c'est toujours 150, il prélève 150 paquets. Donc ça fait comme intervalle de confiance 0,42 moins 1 sur racine de 150, 0,42 plus 1 sur racine de 150, ce qui donne comme borne inférieure arrondie à défaut 0,338 et borne supérieure arrondie à l'excès 0,502.